こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 15 septembre 2021, une étrange photo faisait la une de presque tous les médias japonais. On y voyait une femme à la tignasse blonde ébouriffée, aux fossiles exagérément longs et surmaquillés, comme ce put être la mode à Shibuya dans les années 90. Puis faisant suite à cette étrange photo malaisante, l'image d'une femme ordinaire dont l'histoire l'est beaucoup moins. Cette personne dans la cinquantaine que la police faisait monter dans une voiture de patrouille comme une criminelle, car c'en est une, c'est Kobayashi Komiko, 56 ans, accusé de meurtre, séquestration et actes de torture. Ce que la police lui reproche, tout simplement d'avoir, avec son fils et sa fille, affamé et battu à mort Okawa Tatsuya, 25 ans, son compagnon au moment des faits, enfin, l'un de ses compagnons. Tout cela a l'air bien compliqué, alors laissez-moi vous éclairer un peu sur cette famille, pas comme les autres. Kobayashi Komiko vivait à Aishio, dans la préfecture de Shiga, non loin de Kyoto, locataire d'une petite maison et mère de 2 enfants, une fille de 31 ans, fruit d'un premier mariage, et un fils de 19 ans dont le père, qui ne fut que de passage, coule des jours paisibles dans la prison locale. Kobayashi n'avait pas d'activité professionnelle connue, mais ne semblait pourtant pas montrer misère aux gens du quartier. Bien sûr, elle ne faisait pas l'unanimité, sa gouaille, son sans-gêne et ses tenues parfois indécentes choquaient les dames de sa rue, dont beaucoup étaient avec elle à l'école et connaissaient donc son âge. Depuis peu, Kobayashi était devenue grand-mère, détail qu'elle se gardait bien de mettre en avant, préférant s'entretenir, elle et son mystère, pour continuer à pratiquer son sport préféré, ce qu'elle appelait elle-même la traque de la viande fraîche. Depuis plusieurs années, la quinquagénaire écumait les sites de rencontres sous le pseudonyme de Fukuda Airi, 35 ans, jeune célibataire en mal d'amour et prête à réconforter les cœurs brisés. Ce qui semblait marcher, puisque les voisins en témoigneront, elle paradait souvent au bras de très jeunes gens exposant son cheptel à la cantonade. Alors pour le voisinage, on avait affaire à une originale, un peu vulgaire et dont la maison ressemblait à un dépotoir, une quinca qui aimait les petits jeunes et la vie nocturne. Mais la réalité que tous purent découvrir le 15 septembre était bien au-delà de tout ce que l'on aurait pu imaginer. Camouflé derrière un épais maquillage brun et une légende bien travaillée, Kobayashi avait commencé sa chasse à l'homme il y a une dizaine d'années, passant des petites annonces sur des sites de rencontres gratuits. Elle y rencontra un premier garçon de 18 ans, un peu paumé, déscolarisé et prêt à tomber dans la rue. Elle lui fit connaître ses premiers émois charnels et en échange d'un toit et d'un lit accueillant, lui trouva un travail dans un magasin du coin et lui demanda de participer aux frais de la maison pour continuer à jouir de ses avantages. Cette participation devint une réquisition totale de son salaire au bout de quelques mois et bientôt, le jeune homme vit arriver un rival lui aussi rencontré via un site de rencontre et qui occupa une autre chambre. Peu enclin au dialogue quant à ses choix de vie personnels, Kobayashi répondait aux plaintes de ses amants par des coups et des brimades, les privant de son lit dans un premier temps, puis de nourriture. Si les jeunes gens insistaient trop dans leur envie de partir ou d'arrêter de payer, un ami venait et les persuadait de rester à coups de poing dans la figure. Le premier partira d'ailleurs avec le nez cassé et la pommette fracturée sans jamais porter plainte par honte et peur des représailles. Ils furent 9 jeunes hommes entre 18 et 25 ans à défiler dans la maison de Kobayashi, parfois en même temps puisque les premiers témoignages font état d'un ménage à 5 qui aurait duré quelques mois. C'est en 2019 que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Depuis quelque temps, la fille de Kobayashi fréquentait un homme marié et père de famille, Okawa Tatsuya, 23 ans à cette époque, et qui était totalement fou d'elle. Il avait accepté les 2 enfants de 2 premiers lits de cette dernière et sa famille un peu bizarre. Il était tellement fou d'elle qu'il quitta femme et enfants et rejoindra la famille recomposée. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu et le jeune homme perdit son travail, puis sa nouvelle compagne, tombée amoureuse d'un autre. Il se retrouva à la rue, désemparé et sans rien, et guidé par sa bonté d'âme, ce fut la maman, Kobayashi Komiko, qui lui proposa de l'héberger en attendant meilleure fortune.
Il ne fallut pas longtemps pour que la croqueuse de chair fraîche ne mette l'ancien amant de sa fille dans son lit avec la bénédiction de cette dernière et très vite ne lui demande de travailler pour participer aux frais du ménage. Une nouvelle fois, cette participation devint une ponction totale des émoluments du malheureux et le temps des brimades commença, puis celui des coups et des privations. Affaibli, sous influence et désorienté, Okawa, qui ne pesait plus que 30 kilos pour 1m74, ne put plus travailler, et Kobayashi chercha un moyen de lui ponctionner plus d'argent. Alors, elle le força à contacter sa famille, inquiète, pour leur dire qu'il allait bien, mais que sa compagne était tombée enceinte et qu'il avait besoin d'une forte somme pour payer une IVG où il devrait s'occuper de l'enfant. La famille paya. En juin, la menthe religieuse voulut renouveler l'opération, mais Okawa refusa à bout de force et enfermé dans le sous-sol. C'est alors le jeune fils de Kobayashi qui intervint et passa régulièrement le malheureux à tabac, le laissant sur le carreau à chaque fois. Mais après une énième séance de torture, Kobayashi ajoutait au coup de petites coupures sur les cuisses et les parties génitales de ses victimes avec un joli couteau argenté. Le cœur de Okawa lâcha. Lorsque les secours arrivèrent, ils transportèrent le malheureux d'urgence à l'hôpital, mais à bout de force, il décédera aux soins intensifs. Il ne fallut pas longtemps aux enquêteurs pour découvrir le poteau rose et détricoter toute l'entreprise infernale de la croqueuse de chair fraîche. 9 personnes viendront témoigner de l'influence et des mauvais traitements qu'ils ont subis, dont un homme de 23 ans, toujours hospitalisé après que Kobayashi l'ait attaché des jours durant par les parties génitales avec une ceinture, entraînant une nécrose et de grosses complications médicales. Elle a été mise en examen pour meurtre, séquestration, escroquerie et actes de torture, et risque la prison à perpétuité. Son fils, lui, a été arrêté et accusé de complicité de meurtre et d'escroquerie avec une possible peine de 25 ans à la clé. Pour la fille, ce sera une inculpation pour complicité d'escroquerie et non-dénonciation de séquestration qui pourrait entraîner un séjour de 3 ans derrière les barreaux. Affaire à suivre. Le 23 mai 2020, la catcheuse et star de la télé-réalité Kimura Hana se donnait la mort dans son appartement de Tokyo à 22 ans suite à une campagne de harcèlement en ligne qui lui aura été fatale. Le pays en avait été profondément marqué et choqué et la ministre de la Justice, Madame Kamikawa Yoko, avait promis de travailler sur une réforme du code pénal en ce qui concerne les insultes et le cyberharcèlement. En effet, le code ne prévoyait de peine que celle établie après la guerre et concernant les insultes publiques et le dénigrement pouvant porter atteinte à l'honneur. Pour ces faits, la loi prévoyait des amendes d'environ 10 000 yens, soit 80 € et pour les plus graves, une peine de 30 jours de prison. Pour preuve de la légèreté de ces peines, les 2 harceleurs de Kimura, identifiés formellement par la brigade anti-cybercriminalité, écopèrent d'un rappel à la loi et d'une amende de 9 000 yens, soit environ 70 €. Depuis le 14 mai, il en est fini de l'impunité des harceleurs en ligne, mais aussi de l'insulte publique et de la diffamation sur les réseaux sociaux. Se basant sur le code pénal d'autres pays, plus répressifs, mais aussi sur les réalités de la société japonaise et de l'importance vitale portée à la réputation, la réforme de cette loi punit enfin ces crimes à leur juste proportion. Ainsi, il est prévu dans cette nouvelle loi une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de travaux forcés et 300 000 yens d'amende, environ 2 500 € pour les cas les plus graves de cyberharcèlement. Pour le délit d'insulte publique en ligne ou de diffamation, c'est une peine pouvant aller jusqu'à 10 mois de prison et 200 000 yens d'amende, soit environ 1 600 € qui est prévue, et la ministre l'affirme, elles seront appliquées. Depuis quelques années, ce phénomène frappe de plein fouet le milieu scolaire, mais aussi celui des médias où les jeunes actrices, sportives ou chanteuses font l'objet de campagnes de dénigrement très agressives, aboutissant malheureusement parfois à des suicides, comme c'est le cas et de plus en plus chez les élèves et ceux dès l'école primaire. La mise en application de cette refonte de loi a été immédiate et les premiers condamnés viennent de rejoindre leur centre pénitentiaire au milieu de meurtriers condamnés qui leur apprendront certainement les bonnes manières. Affaire que j'espère un jour classée.
Le 10 septembre, les riverains d'un quartier résidentiel de Tosu, un quartier d'Oita, signalèrent à la police et au secours qu'une de leurs voisines, Madame Otsuka Chigusa, 79 ans, était allongée dans son jardin et saignait abondamment de la tête. Confirmée morte par les équipes de secours, le médecin légiste indiquera que la cause du décès était une suite de coups violents à la tête, probablement donnés avec un marteau. L'enquête de voisinage ne donnera rien et aucun suspect ne ressortira ni aucun signalement. Il en fut de même pour l'analyse de la vidéoprotection qui ne donnera rien, le jardin de la victime se trouvant dans un angle mort. Une enquête fut cependant ouverte et la nouvelle fit le tour des médias locaux, l'inspecteur en charge expliquant qu'il se penchait vers l'analyse des traces de pas retrouvées dans le jardin, semblant insinuer qu'il n'avait pas grand espoir quant à l'issue des investigations. Mais le 14 septembre, et contre toute attente, un jeune homme très agité, Yamaguchi Koshi, 25 ans, se présenta au commissariat de Tosu et, s'adressant au policier en faction, lui dit « J'ai frappé une femme à la tête avec un marteau et à plusieurs reprises. Je crois qu'elle est morte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Puis, fouillant dans son sac, il en sortira un marteau de charpentier encore maculé de sang et enveloppé dans un sac plastique et le remettra au policier. Placé en garde à vue et interrogé sur les motivations de son acte, il reste très évasif et semble souffrir d'un trouble évident du comportement. N'abordant jamais le mobile de ce crime violent, il s'est contenté de dire « Ah mais je savais qu'en la frappant à la tête avec un marteau, il y avait des chances qu'elle meure, mais ce n'était pas mon intention au départ. » L'officier en charge de l'enquête tâche de savoir si la victime avait un quelconque lien avec son agresseur, ce qui, pour l'instant, ne semble pas être le cas. Le jeune étudiant a été vu par un psychiatre judiciaire et un diagnostic est en cours. Si Yamaguchi ne souffre d'aucune pathologie, il sera jugé par un tribunal d'assises et risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Les huissiers venus pour effectuer l'estimation d'une maison saisie et mise aux enchères à Munakata dans la préfecture de Fukuoka ont eu une étrange surprise. En effet, lors de la visite des lieux le 8 septembre, assistés par un policier, ils ont été intrigués par une forte odeur de décomposition émanant d'une chambre située à l'étage. Ouvrant un placard mural, ils y découvrirent un gros paquet anthropomorphe et bien emballé qui s'avéra être un cadavre en état de décomposition avancée, emballé dans une 50aine de sacs plastiques de supermarché reliés entre eux avec du ruban adhésif. La maison, inoccupée depuis 6 mois suite à l'expulsion des propriétaires, appartenait à 2 frères de 58 et 59 ans, introuvables au moment de la découverte du corps. Après autopsie, il apparaîtra que le défunt ne présentait aucune trace de coup ou de blessure et semble être mort de cause naturelle. Cependant, un avis de recherche au nom des 2 frères disparus fut émis et très vite, le plus jeune d'entre eux se présenta spontanément au commissariat de Munakata. Identifié comme le cadavre de son frère aîné, celui qui était devenu le suspect principal dans cette affaire ne tardera pas à avouer qu'il avait dû le placer là après l'avoir trouvé mort dans la cuisine, certainement suite à une crise cardiaque. Ne pouvant pas payer les frais d'obsèques et croyant que la maison serait détruite, il avait emballé avec ce qui lui tombait sous la main et avait quitté les lieux, comme inhumant son frère dans cette maison de famille qu'ils avaient perdue. Placé en garde à vue et présenté au procureur, il a été mis en examen pour dissimulation de cadavre et risque 3 ans de prison. Affaire à suivre. Le 14 septembre dernier, le Centre de régulation des urgences pédiatriques de Takamatsu recevait un appel affolé d'une jeune mère de famille, signalant que son fils de 3 mois ne respirait plus. Conduit d'urgence à l'hôpital, il sera déclaré mort pendant son transport. Relevant des traces suspectes sur le corps du nourrisson, l'équipe des urgences en informa la police qui plaça la jeune mère, Tsumori Ayami, 23 ans, en garde à vue afin d'en savoir plus sur les traces de coups présentes sur son enfant. Niant les faits dans un premier temps, elle finira par admettre avoir frappé Minato, son bébé de 3 mois, à plusieurs reprises et à coups de poing au niveau de la tête et du corps pour, dit-elle, le faire taire. En effet, l'autopsie révélera plusieurs fractures du crâne et des côtes, mais aussi d'anciennes fractures prouvant que la jeune mère n'en était pas à son coup d'essai. Interrogée, elle dira ne plus supporter les pleurs de son enfant et s'être énervée contre lui à plusieurs reprises. Mariée et déjà mère d'une petite fille d'1 an et demi, la police interroge son mari au travail au moment des faits et examine la petite fille pour savoir si elle aussi a été victime de mauvais traitements.
Le mari a déclaré ne jamais avoir vu sa femme violente avec ses enfants, mais ne jamais l'avoir vue non plus très affectueuse. D'après les premières recherches, Tsumori semble s'être mariée précipitamment alors qu'elle était étudiante, lorsqu'elle était tombée enceinte de son premier enfant pour régulariser la situation vis-à-vis des parents des deux côtés et ce sans avoir vraiment prévu ce changement de vie. Sa deuxième grossesse serait elle aussi arrivée sans qu'elle le désire et son mari aurait insisté pour qu'elle le garde, visiblement très heureux de cette nouvelle, tout le contraire de Tsumori qui avouera, semble-t-il, à une de ses amies qu'elle n'avait jamais voulu être mère si jeune et aurait voulu finir ses études. Elle est mise en examen pour infanticide et mauvais traitement à enfant et risque 10 ans de réclusion. Affaire à suivre. On ne le répétera jamais assez, mais bon, ok, vous connaissez la musique, le Japon est le pays le plus sûr du monde, tout ça. Mais parfois, le danger peut surgir de n'importe où, s'attaquant au fondement même de la civilisation humaine. Lorsque notre monde s'affaisse, et que l'on se sent vaincu, ne reste que l'espoir d'un monde meilleur qui ne laisserait personne derrière. Cet été, nous l'avons vu, les gangs Yakuza ont remis l'attentat fessier au goût du jour, poignardant les joufflus et truffant de plomb les popotins hostiles. Cette méthode particulière semble faire florès jusque dans le monde animal, semant le chaos et la terreur dans les campagnes reculées de Kyushu. Un nouveau gang de poinçonneurs de miches peut-être Fions-nous à la presse locale pour pénétrer cette étrange histoire. Le 12 septembre dernier, un homme de 75 ans s'est présenté au dispensaire du village de Wakamatsu, un trou perdu près de Kitakyushu, le fessier amoché accusant un pauvre singe du forfait. L'ancêtre déclara qu'il admirait le macaque manger des noix et que celui-ci s'était mis en pétard, l'attaquant séance tenante et lui compostant le fouettard. Loin d'être un acte isolé, ce furent 18 croupions profanés que la police recensa dans le village, tous du fait d'une bande de singes culottés et un peu en boule. Arrière-saison précoce ou lune inspirante, personne ne sait ce qui pousse les primates à grignoter les moutardiers des locaux. Alors si vous passez par là, rangez vos obusiers, messieurs dames, le quadrumane local grignote du pétrus comme d'autres des châtaignes. Affaire à suivre. Enfin, pour vous, de votre côté quoi, parce que moi perso, c'est bon, ça va aller. Quand je pense que des gens que je respecte et que j'admire aiment bien mes vidéos pour leur sérieux, eh ben... Le premier coup de pouce du jour sera pour une chaîne sceptique assez récente et que j'ai découvert durant la nuit zététique organisée par les excellents compères de la tronche en biais, à savoir Jamil Graham. Sur sa chaîne, il traite des phénomènes de croyance à la mode, comme les délires autour de la 5G et des ondes et le business qu'il engendre, avec à la clé un magnifique canular que je vous laisse découvrir. Mention spéciale pour sa vidéo sur l'invasion des sorcières sur TikTok avec le sémillant Clément Fraise en invité spécial. Comme beaucoup de chaînes sceptiques, il y a beaucoup d'humour et de bienveillance et je dois dire que j'ai ingéré son contenu en quelques jours. Jamil Graham existe depuis presque un an et compte actuellement 16 900 abonnés. Une fois de plus, c'est bien trop peu, alors je vous invite à aller vous abonner en masse, vous ne le regretterez pas. Le second coup de pouce du jour sera, une fois n'est pas coutume, pour une chaîne de cinéma, découverte encore une fois grâce à vos recommandations, j'ai nommé le cinématographeur. Ces vidéos ne sont pas à proprement parler des critiques de cinéma, mais plutôt des analyses en profondeur basées sur un thème et un film précis, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Victor, le boss de la chaîne, fait ça avec maestria. De longues vidéos analytiques qui prennent le temps d'aller au fond des choses et vous feront sans doute revoir vos films préférés sous un autre angle. Un grand satisfecit pour sa vidéo sur Incassable en collaboration avec l'admirable Rafik Dioumi qui m'a fait revoir ce film que j'avais vite oublié et presque réussi à l'apprécier. Non, je rigole, il est pas si mal finalement. Sa chaîne a tout juste 6 mois et compte actuellement 1200 abonnés, ce qui au vu du travail fourni et de la qualité du contenu est vraiment trop injuste. Alors filez vous abonner et faire grimper les compteurs. Et voilà, c'est la fin de cette 38e édition de Petit Satsujin. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et, à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner, on me dit dans l'oreillette que c'est totalement gratuit et que pour chaque abonnement, un bébé chat est sauvé de la noyade quelque part dans le monde. Alors faites appel à votre humanité. Mais que serait un abonnement sans les traditionnels pouces en l'air et cliquages de cloche, hein ? Je vous le demande.
Je vous informe que mon nouveau livre Satsujin 2, secte, gang et homicide au Japon sortira en octobre, toujours chez Camion Noir, et est d'ores et déjà disponible en précommande sur le shop satsujin.fr, livre que bien entendu je vous dédicace à la demande. Merci pour vos excellents retours sur le CD de la bande originale de la chaîne, vous le trouverez lui aussi sur le shop d'ailleurs, et sachez qu'un deuxième est en cours et devrait sortir en 2022, mais ça je vous en parlerai en temps voulu. Hop, on va quitter ce terrible instant d'autopromo, non sans vous avoir rappelé que vous pourrez trouver les nouveaux t-shirts sur ma page Spreadshirt, que vous pouvez toujours soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip et aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis assez actif, y poste pas mal de news sur les vidéos et des photos de crabes violonistes. Je vous laisse, ma reine arrive avec son singe et ses 2 faucons. Mais oui, un singe et 2 faucons. Du coup, avec moi, ça fera un 3e pour la belote. Matane.